moineau domestique. Une nouvelle par Éric Weber. À l'enterrement d'un oiseau, il n'y a que des seins de 4 ans. Christian Bobin, Pierre. Juillet 1989. Qu'est qu'alors, quelle chaleur! Comment s'en étonner quand on habite au plus haut d'un immeuble, guère épais, en plein cœur d'une ville comme Marseille. Lilou a 8 ans. Cet après-midi, comme toutes les après-midi depuis la fin de l'école, la fillette s'endort à même le sol de l'appartement familial, à quelques dizaines de centimètres de son père, qui ne dédaigne jamais, lui non plus, une bonne sieste. L'endroit le moins chaud, le carrelage, tu comprends, ont-ils expliqué à la mère, dubitative. Pour être au plus près des rares petits filets d'air un peu frais, le père et la fille ont entrouvert la porte-fenêtre qui donne sur l'étroit balcon du 5e étage. Le père a laissé à sa fille la bonne place, la plus fraîche, celle tout contre les vitres. Ravi, Lilou respire mieux. Son regard vif et mobile scrute tous azimuts le lavis effiloché des blanches nues. Pour autant, il ne se passe pas grand-chose dans le ciel phocéen, qui semble vidé de tous ses habitants ailés, réfugiés, on les comprend, dans tout ce que la ville compte de bosquets, parcs, jardins et autres espaces verts. Tous, sauf un petit moineau domestique, majestueusement vêtu, dans son habit coloré gris-roux chocolat, assorti d'une large et respectable bavette noire ébène. Plus gourmand qu'abasourdi par les centigrades, il cherche à glaner, comme à son habitude et celle de ses congénères, un maximum de miettes, pelures et autres débris alimentaires semés par l'homme. Il connaît bien l'endroit. Ce petit balcon au-dessus duquel, été comme hiver, 3 fois par jour, la toile cirée est secouée vivement pour être débarrassée des résidus organiques des repas familiaux, avant d'être épongée avec soin et application par la maîtresse des lieux. Un vrai refuge aussi, ce balconnet d'à peine 3 empans, avec sa petite jardinière de géranium au parfum profond, quand le Mistral souffle à décorner les bœufs et que les autres fenêtres de la ville restent closes. Lorsqu'il fait beau, on peut même y prendre de délicieux bains de soleil, affalés de tout son long et loin des regards importuns. Et surtout, le moineau sait qu'ici même loge une belle âme hors du commun. Il eut souvent le loisir de l'observer. Cette gamine, sans plumes, vive et sage à la fois, pas bien haute au-dessus du sol de la terre, mais une géante mesurée depuis le haut des cieux. Un sourire magnifique. Certes, parfois voilé d'un soupçon de tristesse qui n'obérait en rien sa beauté rayonnante. Du carreau de ses yeux mobiles pointait une intelligence précoce, qui ne le disputait qu'à la passion d'apprendre et de relier les connaissances entre elles, comme chez les grands érudits d'antan. Encadré de jolies joues dont la douceur se devinait à la vue, sa bouche savait rire et sourire, s'animer ou gésir, cacher ou dévoiler ce drôle de petit animal plein de vie qu'était sa langue, une languette de petit dôme. Et au-dedans de tout cet être, tel un soleil noyau inondant le monde et toutes les formes de vie qui y logent, un cœur, un gros cœur bien gonflé, comme les voiles du Belém quand il quitte le vieux port pour reprendre sa course autour des océans. Comment, me direz-vous, un simple moineau domestique, avec sa cervelle d'oiseau et son petit palpitant, pouvait-il à ce point percevoir et comprendre toutes les richesses d'un être humain, en devenir qui plus est? Mieux que cela, jour après jour,
rencontre après rencontre, le petit oiseau savait identifier les profondes sources de vie qui irriguaient l'enfant et la faisaient aimer plus encore par qui avait le cœur assez ouvert pour y accueillir cette part d'ombre, toujours lumineuse et jamais vraiment tout à fait sombre, qui l'habitait. Pour autant, comment dire, le mystère de cette fillette restait entier et générait chez l'humble mouchon une admiration sans borne, aussi puissante que désintéressée. Mais qui, quel philosophe, quel savant se risquerait à discuter avec un volatile du pourquoi et du comment de l'existence et du fonctionnement d'une parcelle incarnée de Dieu sur la terre? Pour notre oiseau, la seule ombre au tableau, l'unique tache sur la pureté, la seule épine dans sa patte, était l'ignoble félidé blanc, ocellé de roux, qui rôdait continuellement dans les parages et semblait être un personnage privilégié dans le monde de l'enfant et de son entourage. Ai-je moi aussi les griffes pour blesser ? Pouvait-on entendre pépier l'oiseau d'un air offusqué. Moi qui n'aime pas même de dents comme ce stupide chat. Épiméthée l'étourdit, tu as oublié de mettre des dents dans les becs des oiseaux. Me permettrais-je, moi, de me prélasser à longueur de journée sur des canapés qui ne m'appartiennent pas ? Pour être tout à fait honnête sur ce point, je suis aussi un sacré dormeur. Mais bon, insisterai-je pour qu'on m'ouvre la porte pour rentrer, et quelques minutes après, à nouveau pour qu'on me l'ouvre pour sortir ? Loin de moi cette mauvaise pratique. Honte à cette satanée bête de l'avoir fait sienne. Et n'allez pas me dire que, comme lui, je me nourris d'aliments procurés par l'homme, car moi, jamais personne n'est venu m'apporter des graines dans une assiette en porcelaine. Mais de l'eau dans une soucoupe blanche, portée par la fillette, oui, j'avoue, j'ai eu cette chance. Quant à son nom, Pimprenelle, il est d'un ridicule, un nom à coucher dehors. Est-ce que je porte un nom, moi ? Il paraît que c'est celui d'une fée, à la bonne heure, d'une sorcière plutôt, je dirais. Tiens, la voilà, aux aguets, qui me fixe de son air chafouin. Je sais m'envoler vite, mais heureusement tout de même qu'il y a la vitre de cette fenêtre fermée qui nous sépare. Sitôt la sieste achevée, Lilou se plonge avec délice dans une routine du soir qu'elle affectionne tout particulièrement. De la crème glacée du goûter à la lecture de Fantomette tombe le masque, en passant par le bain délassant et les conversations animées du repas en famille. Un doux flottement la berce avant de l'endormir. Habitée de belles pensées qu'il en songe et qu'elle retrouvera au réveil le lendemain, avec toujours ce grand beau temps et sa promesse de canicule. De son côté, le petit moineau a rejoint sa volée dans le platane le plus proche de l'immeuble de la fillette et s'est confortablement endormi, le nez dans les plumes, qu'il achève sa journée. Pour l'heure, le moineau et la petite fille se regardent intensément. N'arrivant plus à dormir en ce début de matinée, elle s'est assise de côté, à la manière de la petite sirène de Copenhague, jambes repliées et genoux serrés, un bras tendu, la main au sol, l'autre posé sur les cuisses. Son regard est encore un peu embrumé, mais ses yeux pétillent déjà, hypnotisant littéralement le petit moineau qui n'en peut mais. Pour mieux le voir, elle a entrouvert la fenêtre. Il ne chuchote plus, il a cessé de picorer. Il fixe comme enivré les yeux circéens qui l'envoûtent. Que ne puis-je être, elle, pense l'oiseau. Elle me regarde. À quoi pense-t-elle ? Et cette moue esquissée sur ses lèvres. Que ne puis-je être lui, soupire la fillette.
et pique. Il ne cesse de piquer le sol, comme s'il cousait quelque chose. Est-il là pour coudre ma vie, notre vie, son âme cousue à la mienne? À quoi rime son guillerie? Et s'il était mon frère, ou mon... Lilou, Lilou, bien dormi ma chérie? Oui maman, très bien, et toi? J'arrive tout de suite. D'un bond enthousiaste, la petite ange humaine s'élance rejoindre sa mère, après un rapide bisou soufflé des lèvres à son ami à plumes. Resté sous son emprise, le moineau la suit des yeux avec une tendresse non dissimulée. Cela fait déjà de longues secondes qu'il n'a pas tourné la tête. Erreur fatale. Le chat blanc a bondi sur l'oiseau, encore tout pétrifié par l'image de Lilou. La cruauté du félin ne lui laisse aucune chance. Son cœur de petit être s'arrête d'un coup. Au moins n'a-t-il pas souffert longtemps. Mais son corps est déchiqueté avec un plaisir malin par l'ogre joueur et gourmand masqué en douce peluche. Une horreur indescriptible pour quiconque assisterait à la scène. Lui, qui, vaillant mais prudent, ne cessait de picorer en relevant la tête à chaque seconde pour parer toute attaque d'éventuels prédateurs, il n'aura su se défendre face au chat de Lilou, tout absorbé qu'il était dans la contemplation bienheureuse de celle qui enchantait sa vie. À 1000 lieues de tout cela, assise à la table de la cuisine, un genou remonté et le pied à plat sur le giron de sa chaise, l'enfant dévore le délicieux gâteau cuisiné avec amour par sa mère. Celle-ci regarde avec bonheur sa fille ingurgiter goulûment plusieurs gros morceaux à la fois entre ses lèvres gourmandes, la figure décorée d'adorables grimaces enfantines. Soudain Lilou se lève et se précipite hors de la cuisine. « Oh, Pimprenelle, ma pauvre! Maman, maman, Pimprenelle n'a rien mangé. Elle a faim. Vite, des croquettes. »« Viens, mon chat, dit-elle câline, lui présentant un bol rempli, tout en la pressant amoureusement contre sa poitrine d'enfant. Et de la cajoler, de la caresser, de l'embrasser, sans avoir la moindre conscience du drame qui vient de se jouer. La jolie petite chatte au poil doux se laisse faire quelques secondes, en fermant les yeux au passage des doigts de la fillette sous son menton et sur ses joues, ronronne bien fort, puis se tortille soudain avec vigueur pour être reposée à terre et pouvoir vaquer, repu, à ses paresseuses occupations de la journée, entre canapé du salon et tiroirs laissés ouverts dans la commode à vêtements. Dehors, le Mistral s'est levé. Il emporte déjà les plumes et les quelques morceaux de chair qui restent du moineau. Les derniers petits os tomberont d'eux-mêmes au prochain passage du chat criminel. Ce soir, le petit moineau ne rejoindra pas sa famille dans la ramure protectrice du platane où niche sa volée. Dès avant le coucher du soleil, on pourra lire sous les sourcils clairs de sa moinelle la tristesse d'une vie. Le lendemain et les jours qui suivront, mélancolique et étonné, Lilou se demandera souvent pourquoi son ami oiseau n'a pas reparu. Une véritable inquiétude, tant elle était certaine de sa fidélité. Il ne serait jamais parti sans lui dire, lui faire comprendre. S'il n'a pas reparu, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle se console en caressant doucement la petite chatte blanche aux précieuses affaîtries, avant d'oublier, de grandir, de partir, de revenir, de faire sa vie. Mais elle n'oubliera jamais totalement ce compagnon bien-aimé, dont la pensée ressurgira à chaque moment clé de sa vie, jusqu'au dernier. Memento mori.